Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décrypter sur Néo Info le fragile accord de trêve négocié il y a quelques semaines entre le Hamas et Israël se trouve dans l'impasse. Les États-Unis proposent une extension de la trêve jusqu'à la mi-avril et la libération de tous les otages alors que devrait débuter la deuxième phase de l'accord initial. Mohamed Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Comment sauver l'accord de paix dans la bande de Gaza? Ça va être compliqué parce que c'est un accord qui a été signé par deux parties. La partie israélienne et la partie palestinienne, le Hamas et Netanyahou en particulier. Il se trouve qu'actuellement, Netanyahou est en train de remettre en cause la deuxième phase des accords. Dans la première phase, les choses se sont relativement bien passées. Il y a eu quelques couacs, mais ça c'est puisque les 42 jours sont passés, les otages ont été libérés, il y a eu l'ouverture des frontières pour l'aide humanitaire, etc. C'est pendant cette période, pendant cette première phase, précisément à partir du 16e jour, qu'il fallait commencer à négocier pour la deuxième phase pour que immédiatement après la première phase, c'est-à-dire après les 42 premiers jours, qu'on passe à une deuxième étape de 42 jours qui est la seconde phase. Mais Netanyahou a traîné les pieds dans ces négociations en soulevant des questions qui, à mon avis, n'étaient pas des questions fondamentales par rapport au comportement du Hamas, par rapport en relation avec les otages. Maintenant, il se pose un problème intérieur pour Netanyahou. Si vous vous rappelez, certains avaient dit, dès qu'il prend les accords, nous on se désolidarise, ils se sont désolidarisés. D'autres avaient dit, bon, comme il y a les otages, on peut laisser la première phase pour que les otages soient libérés. Mais s'ils rentrent dans la deuxième phase, nous ne sommes pas d'accord. Il faut, après la première phase, reprendre la guerre. Et ils l'avaient exprimé clairement. Mais le Hamas, ils ne sont pas fous. Aujourd'hui, Netanyahou, au lieu de continuer dans la première logique, qui voudrait que dans cette deuxième phase, qu'on négocie l'arrêt de la guerre. Ses partisans veulent le contraire. Ils veulent la reprise de la guerre. Et lui-même, certainement, ça l'arrangerait. Mais il y a un problème, ils ne veulent pas reprendre la guerre avec les otages entre les mains du Hamas. Donc ce qu'ils font, on propose une prolongation de la première phase, c'est-à-dire on continue à libérer les otages jusqu'à la fin de Pâques, puisqu'il y a le jeûne chez les musulmans, il y a le carême qui est là, qu'on profite de ces événements religieux pour faire une trêve jusqu'à la fin de ces événements religieux, mais que pendant cette trêve, on continue à libérer les otages. Mais si on les libère, c'est-à-dire qu'il a la main libre pour écraser maintenant ce qui reste de Gaza parce qu'il n'aura plus de soucis à se faire par rapport à un otage israélien qui serait entre les mains du Hamas. C'est ce que le Hamas a compris et le Hamas dit niet. On a signé un accord, mais que chacun respecte ce qui avait été signé au niveau de l'accord, qu'on rentre dans la deuxième phase. Israël avait décidé de bloquer depuis le 2 mars dernier jusqu'à nouvel ordre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza après des désaccords avec le Hamas. Où en est la situation aujourd'hui? Le blocage continue. Et c'est une violation de la première phase, puisque l'ouverture pour qu'on laisse l'aide humanitaire rentrer fait partie de la première phase. Donc quand il bloque, il est en train de violer les accords, parce que ce qui avait été dit, c'est que pendant qu'on discute, tant qu'il n'y a pas encore un accord, on continue le cessez-le-feu, et les premiers éléments de la première phase de l'accord continuent. Donc, les camions humanitaires devraient continuer à rentrer au niveau de Gaza. C'est l'accord qui a été signé. Mais il le fait sciemment pour mettre les populations palestiniennes en difficulté, pour mettre la pression sur le Hamas, mais je ne suis pas sûr que cette pression va marcher puisque on les a mis dans des conditions beaucoup plus difficiles où on a carrément coupé le robinet, rien ne rentrait dans le pays. Ces gens n'avaient pas cédé, ils n'avaient pas plié devant Netanyahou. Je ne crois pas que c'est avec ça qu'ils vont plier devant Netanyahou. La deuxième phase qui donc débute difficilement, cette situation peut-elle compromettre la troisième partie, la troisième phase du plan qui consiste donc à la reconstruction du territoire? Bien sûr, il faut bien qu'on fasse par la deuxième phase. On ne peut pas sauter la deuxième phase parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il n'y a pas un accord de paix actuellement. C'est un cessez-le-feu. C'est pendant la deuxième phase qu'on allait avoir un accord de paix, c'est-à-dire on ne parle plus de cessez-le-feu, on met fin à la guerre. Parce qu'on n'a pas mis fin à la guerre, on a arrêté de tirer d'un côté et de l'autre.
c'est dans cette deuxième phase également que le reste des otages israéliens doivent être libérés. Bon, les chiffres sont contradictoires, 58, 61, on voit les deux chiffres, ils sont pas loin. Il y en a qui sont décédés, c'est les corps qu'il faut rendre, il y en a à peu près 25 qui sont encore vivants. C'est pendant cette période que cela doit être libéré. Mais il y a un autre élément qui intéresse particulièrement le Hamas. C'est pendant cette deuxième phase que les soldats israéliens doivent quitter le territoire de Gaza. Mais je ne vois pas Gaza en reconstruction avec les soldats israéliens sur le territoire de Gaza. Alors que ce retrait israélien, si vous avez vu, Netanyahou parfois le remet en cause en disant non, comment on l'appelle encore, le corridor de Philadelphie où se trouve Rafah, la porte de ravitaillement de Gaza à partir de l'Égypte, ils tiennent à ce que les Israéliens restent là-bas pour des questions de sécurité. Alors que si les Israéliens sont là-bas, même s'ils quittent la bande de Gaza, à chaque fois, ils peuvent bloquer la porte, personne ne rentre, personne ne sort, les marchandises ne rentrent pas, ils peuvent créer des difficultés aux Palestiniens quand ils veulent. Mais c'est pourquoi le Hamas dit niet, ils doivent libérer ce corridor de Philadelphie, ils doivent quitter également, comme cela a été signé dans la deuxième phase des accords, le sol de Gaza. Maintenant, s'ils quittent Gaza, on peut parler de reconstruction. Mais n'oublions pas qu'il y a deux autres problèmes qui s'y ajoutent. Il y a la bizarre, vous allez dire même la sauvage proposition du président Trump. Qui demande à ce qu'on évacue, qu'on expulse les Palestiniens. Parce qu'en tant que businessman dans l'immobilier, il veut faire de l'immobilier là-bas. Mais vous avez vu, Netanyahou s'est précipité pour accepter cette proposition. Mais quand vous regardez cette proposition, elle vient remettre en cause ce processus. En même temps, contre cette proposition, la Ligue arabe propose, il y a le plan Caire de reconstruction, donc pour permettre aux populations de rester et de contribuer également à la reconstruction de leur pays. Et quelles sont les chances pour le plan égyptien de fonctionner? La rencontre de la Ligue arabe est prête à mobiliser de l'argent. Ce n'est pas la première fois que Gaza subit des bombardements. 53 milliards de dollars pour la reconstruction. À chaque fois que Gaza a subi des bombardements, les populations arabes sont venues construire mieux que ceux qui étaient sur place. Donc sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Les pétrodollars sont là pour pouvoir le reconstruire. Mais il y a une question qu'on doit se poser. C'est quoi le rôle des pays arabes? C'est laisser tuer les Palestiniens, venir reconstruire leurs maisons, ou prendre leurs responsabilités pour protéger les Palestiniens pour qu'ils ne soient pas tués? Parce que moi, j'ai des problèmes. Vous laissez des gens bombarder, massacrer, privés de nourriture, privés d'eau, privés d'électricité, de soins pendant fort longtemps. Vous êtes là, vous attendez que les accords finissent alors qu'on n'en est même pas encore à cette étape. Vous passez à la dernière étape de la reconstruction. Est-ce qu'il n'était pas plus logique qu'ils travaillent à la protection de ces Palestiniens au lieu d'attendre qu'on en tue pratiquement 50 000, puisque c'est le chiffre le plus petit qu'on peut indiquer, pour dire on va venir, on va vous reconstruire vos maisons. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, cette reconstruction n'a rien à voir avec ce que les Israéliens appellent reconstruction, mais ça n'a rien à voir avec ce que les Américains appellent reconstruction. Ça pose un autre problème. Qui va administrer le Gaza reconstruit? Ça aussi, c'est une équation. L'autorité palestinienne annonce des élections dans 12 mois. On se rappelle, les dernières élections organisées en Palestine remontent à 2005 et 2006. Oui. Cette fois-ci, est-ce que ça pourra fonctionner? Espérons qu'il y aura des élections, parce qu'avec ce qui se passe en Cisjordanie actuellement, on risque de ne pas avoir d'élections. Parce que quand on parle d'élections, on n'est plus sur Gaza seulement, on est sur l'intégralité. Le délai n'est pas réaliste? Bon, pas que le délai n'est pas réaliste. Au niveau de la Cisjordanie, il y a la guerre pratiquement avec Israël. Et l'autorité palestinienne, pour montrer qu'elle peut gérer, est en train même de faire la guerre avec une partie des Palestiniens. Parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Vous avez l'autorité palestinienne qui est un peu la branche Fatah de l'OLP, qui s'est toujours opposée au Hamas. Et le Hamas, lors des élections, le Hamas avait gagné une partie des élections. Les élections devraient avoir lieu pour qu'on renouvelle la présidence au niveau de l'autorité palestinienne. C'est l'autorité palestinienne qui avait refusé, parce qu'en ce moment, le Hamas avait le vent en poupe. On craignait que le Hamas gagne même l'élection pour se retrouver à la tête de la Palestine en tant que mouvement de lutte pour la libération de ce pays. L'autorité palestinienne parlait également du cas de Jérusalem-Est, qui est occupé actuellement par Israël, alors que ça fait partie de la Palestine. Donc il y a déjà ce problème. Quand on n'est plus sur Gaza, on est sur le territoire palestinien dans sa globalité.
Maintenant, c'est une sorte de gage qu'il est en train de donner parce qu'à son âge, il est clair que il ne fait plus partie du futur au niveau de la Palestine, il fait partie du passé. C'est lui qui a fait un certain nombre de blocages. Il n'a presque plus aucun leadership à l'intérieur de la Palestine. À la limite, même avec cet épisode, les gens l'ont oublié, on ne parlait que de Hamas, on ne parlait plus de l'autorité palestinienne. Maintenant, puisque les Israéliens en particulier, tout comme les Américains, ne veulent pas de Gaza géré par le Hamas, on essaye de remplacer le Hamas par l'autorité palestinienne, ce qui crée maintenant un problème interne au niveau de la Palestine entre le Hamas et le Fatah. Un autre blocus aux discussions, c'est aussi Israël qui demande, le Hamas qui demande le retrait de l'armée israélienne du territoire, et dans l'autre sens, Israël qui exige la démilitarisation des territoires palestiniens. Oui, ça fait partie des problèmes de fond. J'appelle ça des problèmes de fond parce que ici, on essaie de faire un accord pour finir une guerre. Mais quand on finit la guerre, il va falloir que ces gens-là vivent ensemble. Israël considère qu'il y a des conditions supplémentaires. Une des conditions, c'est la démilitarisation du Hamas. Je ne vois pas le Hamas accepter cela. Israël l'avait tenté avec le Hezbollah lors d'une première guerre. Il l'avait tenté également avec le Hamas à plusieurs reprises. Je ne vois pas le Hamas déposer ses armes puisque le Hamas sait que ce n'est pas l'autorité palestinienne qui va véritablement défendre le Hamas. Donc ça va être extrêmement compliqué de faire accepter au Hamas aujourd'hui de déposer les armes. Alors que le Hamas sait qu'à tout moment, il peut se trouver en situation d'attaque par rapport à Israël. Donc la démilitarisation sera véritablement un point d'achoppement qui va être réglé difficilement pour cette question palestinienne. Un autre problème qui va être difficile, c'est cette question de l'administration dont on parlait tout à l'heure. Si vous vous rappelez, Trump avait dit à un certain moment, les Américains vont administrer Gaza. Mais les Palestiniens ne vont pas l'accepter. Sur quelle base les Américains vont administrer Gaza? Même au niveau des États-Unis, les gens avaient commencé à contester en disant pas de soldats américains là-bas. Il a dit non, on va administrer, mais il n'y aura pas de soldats américains. Mais si vous regardez, il est en train de laisser tomber cela. On a pensé à un certain moment à la Cisjordanie, à l'Égypte. Pour venir administrer. Le Hamas n'acceptera pas. Et ils ont raison, c'est leur pays. Il faut qu'on cesse avec cette politique de l'autruche et qu'on règle le vrai problème. C'est de créer un État palestinien indépendant. Et quand je dis État, c'est un État avec tous les éléments d'un État, y compris une très bonne armée capable de défendre l'intégrité territoriale de ce pays-là. Et ça, Israël ne veut pas en entendre parler. Alors qu'on ne peut pas créer un État en lui disant vous n'allez pas avoir d'armée en ayant un voisin qui est capable de venir massacrer des populations sans pour autant tenir compte de quoi que ce soit. Le plan égyptien prévoit le maintien des Palestiniens sur leur territoire ainsi que la création d'un comité indépendant pour gérer l'enclave entière. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé en tout cas son soutien ferme à ce plan. Mais que vaut ce soutien du patron de l'ONU dans le contexte actuel? C'est symbolique puisque à l'échelle internationale, c'est l'ONU qui devrait être au devant pour la résolution de ce problème. Il ne faut pas qu'on oublie également, l'ONU est en partie à la base de ce problème parce que le plan de partage de 1947, c'est l'ONU. Donc l'ONU a sa responsabilité engagée totalement sur ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire palestinien. Je ne parle pas des centaines de résolutions qui ont été prises sur la question palestinienne que Israël ne respecte pas du tout. Donc l'ONU a sa part de responsabilité, mais bon, lui, il est le secrétaire général, c'est vrai, mais tout le monde sait que le pouvoir à l'ONU ne se trouve pas chez le secrétaire général, il se trouve au niveau du Conseil de sécurité où vous avez les Français, vous avez les Anglais, vous avez également les Américains qui soutiennent tout simplement Israël, ce qui fait que même si le secrétaire général veut avancer, il n'ira nulle part avec le droit de veto de ces trois puissances en particulier qui soutiennent Israël. Donc ça c'est un premier problème. Le plan égyptien qui consiste à vouloir chercher une autorité indépendante, l'Égypte essaie de ménager Israël parce qu'ils sont en accord. L'Égypte essaie également de ménager les États-Unis. N'oubliez pas que quand Trump s'est levé pour ses sanctions contre l'USAID, c'est les deux pays qui ont fait exception. Donc l'Égypte est en train de trouver une troisième voie. Mais cette troisième voie, ce qu'on appelle autorité indépendante là, ça sera qui? Et c'est ça qui va sérieusement poser problème. Parce qu'il ne s'agira pas quand même d'aller chercher d'autres personnes pour venir administrer
un territoire appartenant aux Palestiniens. La bande de Gaza a été dévastée par 15 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Un cessez-le-feu est donc en vigueur depuis le 19 janvier dernier. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a des chances que ce cessez-le-feu se poursuive? En fait, le cessez-le-feu est dû à la pression. Ce n'est pas venu ni du goût de Netanyahou, ni du goût du Hamas. C'est Trump qui a fait pression sur Netanyahou pour avoir ce cessez-le-feu. Netanyahou a compris qu'il avait intérêt parce qu'un Trump qui revient au pouvoir, Trump le soutient plus que Biden. Et il attendait plus de soutien de Trump que de Kamala également. Donc Netanyahou avait intérêt à aller dans le sens de Trump et il ne s'est pas trompé parce que Trump est en train d'aller actuellement dans son sens en lui rendant tout simplement l'ascenseur comme on le dit. Donc il y a cette réalité qui est là qu'il ne faut pas occulter. Mais c'est cette même réalité qui peut permettre la continuation du cessez-le-feu. Mais si vous entendez le tweet, parce qu'il n'a pas parlé cette fois-ci, il a fait un tweet où il dit au Hamas, libérez les otages, si vous ne les libérez pas, vous allez mourir. C'est-à-dire, vous entendez un Trump qui parle comme Netanyahou, qui dit aux gens, si on n'accepte pas de prolonger, on va reprendre la guerre. Vous avez un Trump ici, qui pourtant fait partie des trois, Qatar, Égypte, États-Unis, qui font la médiation. Vous voyez un médiateur qui dit à une partie, faites ça, sinon on va vous tuer. Ça vous montre un peu comment l'hypocrisie à l'échelle internationale est présente dans notre monde aujourd'hui. Et c'est ça que les Palestiniens ont compris depuis pratiquement une centaine d'années. Et ils se battent en sachant que leur libération viendra d'eux-mêmes. Ça ne viendra ni de la communauté internationale, ni de qui que ce soit d'autre. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.